Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Kevin Boucault-Victoire. Kevin, bonjour et merci beaucoup Bonjour Adrien. merci d'avoir accepté mon invitation. C'est une nouvelle vidéo, ma bibliothèque idéale. Vous savez, j'ai lancé le format il y a quelques semaines sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien vers la vidéo d'origine dans la description de cette vidéo. Puis je vous en parlerai de nouveau à la fin de la vidéo si vous aussi vous avez envie de participer à cette bibliothèque idéale. Et donc je suis ravi d'accueillir Kevin qui a accepté de participer à ce format. Alors Kevin, tu es journaliste à Marianne, C'est bien également ça. essayiste. Tu as écrit plusieurs essais sur Jean-Claude Michéa, sur George Orwell, sur la gauche. Et récemment, également, peut-être que tu pourrais évoquer ton dernier livre quelques minutes, qui s'appelle Penser le rap aux éditions de l'Aube, que tu as publié cette année d'ailleurs. Est-ce que Ouais. tu veux en dire quelques mots? Oui, alors penser le rap. En fait, le rap est devenu la musique dominante aujourd'hui en France. On s'en rend pas compte, mais c'est la musique préférée des moins de 35 ans, qui sont ceux qui consomment le plus de musique via les plateformes de streaming. Et ces dernières années, les albums les plus écoutés en France étaient des albums de rap. On prend le dernier top album, je crois qu'il y a 8 albums de rap français. euh, Werenoi, SDM, Nino, Jul, des noms qui, je pense, ne parlent pas à la majorité des Français, mais qui sont quand même ce qui est le plus écouté Mhm. en France. Donc moi, j'ai à la fois essayé de comprendre comment le rap a pu devenir aussi populaire. Donc je retrace un peu l'histoire de cette musique qui s'est en fait autonomisée du creuset, on va dire, culturel qu'il a vu naître, c'est-à-dire le hip-hop. J'analyse aussi à la fois ses affinités avec le capitalisme, parce que on va pas se mentir, dans notre société, pour qu'une musique marche autant, il faut qu'elle fasse le jeu du système dominant. J'analyse aussi ce que le succès du rap dit de notre époque. Donc voilà, ça sur à peu près 150-160 pages, livre relativement court, mais assez dense. Je fais aussi des petits encadrés sur des phénomènes, voilà, sur Booba par exemple, sur Diams qui a été celle qui a transformé le plus le rap en pop, sur NTM contre IAM, ça c'est pour les anciens, enfin voilà. Mhm. Il y a aussi des petits à côté, on va dire, pour rendre la lecture agréable. Bah, merci. Je pense que ça va être intéressant. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que pour m'être intéressé, ça a l'air vraiment pas mal parce que même pour les gens qui n'écoutent pas le rap, je pense que ça dit beaucoup de l'évolution de la société française aussi de ces 25-30 dernières années. Et moi, les noms que tu as cités, là, ça me dit quelque chose parce que quand j'étais en école primaire, c'est des noms dont les gens parlaient. Et effectivement, j'ai bien vu l'évolution de cette musique à travers les ans. Et je pense que tu dois aborder, comme tu dis, la notion Ouais. sociologique aussi C'est dans ça, c'est à la fois ton ouvrage. sociologique. Voilà, c'est autant l'évolution musicale que l'évolution sociologique, comme j'explique finalement, pour que le rap marche, il a fallu qu'il touche toutes les classes sociales, et pour qu'il touche toutes les classes sociales, il a fallu que toutes les classes sociales s'y mettent, c'est-à-dire que chaque classe sociale ait au moins un représentant. Par exemple, Orelsan, qui est le représentant des campagnes ou de ce que Guy lui appelle la France périphérique, donc la France hors des Oui, métropoles. bien sûr, oui. On va trouver par exemple l'entourage, Necfeu, etc. pour plutôt la France des centres-villes, les bobos, etc. Il y a aussi les cités de province avec Médine au Havre, Niro à Blois, etc. Et j'explique comment le rap a fini par toucher toutes les classes sociales et comment l'évolution des rappeurs a permis l'évolution du public rap aussi. Aujourd'hui, il est même possible que la majorité des gens qui écoutent du rap ne soient pas issus de banlieue, alors qu'à une époque, voilà, le rap était vraiment la Hmm. musique de Marseille, du Val d'Oise, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, quoi. Est-ce que pour autant tu penses qu'un jour, ou même peut-être que c'est déjà le cas Mhm. actuellement, on pourrait dire que c'est de la chanson populaire, de la musique populaire, ou non, pas du tout? Bah, au sens où c'est écouté par beaucoup de monde, oui, Oui. le rap est un peu en train de remplacer la pop ou la variette, même si moi j'ai une autre hypothèse qui est que le rap est le nouveau rock, c'est-à-dire la musique Ah, jeune par intéressant. excellence, la musique transgressive, ou en tout cas qui se donne l'image de la transgression, Hmm. la musique justement qui se diversifie. Le rock a donné plein de types de musique, à commencer par la pop, hein, les Beatles, c'est pas si loin du rock. Et en fait, le rap a un peu ça. Il a enfanté le R&B, mais il a enfanté aussi divers types de rap, dont certains, Gims, Soprano, etc., sont très proches de la pop. D'autres sont beaucoup plus violents. C'est ce qu'on appelle la drill, par exemple, avec
des gens comme Freeze Corleone, etc. Donc le rap, aujourd'hui, effectivement, c'est presque à chacun son rap, en fait. Et ça rappelle le rock et tous les courants qu'il a enfantés. D'accord, bah écoute, merci Kevin. Puis je vous encourage à faire comme moi, je pense, à aller l'acheter, à le lire dans les prochaines semaines parce que déjà, un, le sujet est intéressant et deux, ça tu ne pourras pas le dire toi Kevin, mais je trouve que tu écris très très bien parce que C'est pour gentil. lire plusieurs de tes articles sur Marianne, voilà, je trouve que tu as une écriture dynamique et à chaque fois intéressante et je pense que même pour ceux qui n'aiment pas le rap, je pense que ça va être un essai intéressant et c'est-à-dire pour ça que tu es là parce que bah, on se connaît virtuellement hein, de tes articles et des réseaux sociaux et on profite de ton passage à Rennes pour faire en direct pour la première fois ce format de la bibliothèque idéale, de ces 20 questions qui sont pas toutes évidentes, on en parlait un peu avant de tourner la vidéo. Donc 20 questions que je vous mettrai dans la description de la vidéo et qui permettent de constituer plus ou moins votre bibliothèque idéale. Je te propose peut-être qu'on commence de suite. Moi, j'ai les 20 questions. Toi, tu as tes 20 livres en tête. Oui. Donc, on est parti. Quel est, pour commencer, ton roman préféré français? Alors, question pas évidente, parce que pour Non. moi, il y en a trois qui se détachent. Tu peux dire les trois si Voilà, les Misérables, Illusions perdues, donc Hugo, Balzac et Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà, on va dire que je vais trancher pour jouer le jeu et ce sera Les Misérables, tu veux. D'accord. à la fois pour la beauté de l'écriture, pour la beauté des personnages, pas toujours très réaliste, mais on est dans un style romantique. Je trouve ça impressionnant en termes de récit, la fresque sociale, etc. Hugo, c'est quand même un mec qui nous fait un grand procès. À un moment, on est en plein suspense et là, il coupe le truc pour nous balancer 150 pages sur Waterloo pour s'arrêter et voilà, nous raconter une grande bataille. Voilà, c'est vraiment du génie. Et toi, tu lis tes 150 pages sur Waterloo et tu dis, mais Jean Valjean, il lui arrive quoi? Il lui arrive quoi? Voilà, il y a ça, Ou le couvent aussi. le couvent à Picpus, la fuite quand il est confondu par Javert à l'église Saint-Médard, quand il est encore en fuite dans les égouts, Absolument. la révolte de juin 1832. Enfin voilà, il y a tellement c'est tellement magnifique, il y en a tellement. Il y en a même un peu trop des fois, mais voilà, c'est Hugo. Et juste pour ça, bah, voilà, ça va être Les Misérables. Bah, c'est le roman de tous les romans, je suis d'accord avec toi, c'est un roman extraordinaire. Et je pense que c'est après ça, effectivement, on peut pas faire meilleur roman, en tout cas plus magistral. Quoi. Ouais. Donc, effectivement, quand tu dis qu'il y en a peut-être un peu trop, je pense qu'à part lui, personne peut-être n'aurait été C'est capable ça. de faire un tel truc sans qu'on se dise c'est lourd. beaucoup trop, Ouais, c'est ça. c'est lourd. Mais tu parles effectivement bah, de Waterloo, du couvent. Moi, j'aime beaucoup également sa distinction qu'il fait entre la révolte, la révolution. Et la révolution. Et c'est assez extraordinaire au moment donc de l'enterrement de Lamarck, je crois. Oui. Voilà, donc il y a plein de passages. Est-ce qu'il y a un personnage en tant que tel qui t'a plus... Moi, j'avoue que c'est Javert qui m'a le plus touché. Alors, pas parce que c'est celui que je préfère, parce qu'il n'est pas forcément très appréciable, mais pour son dilemme moral, et notamment... c'est à toute fin de Javert, donc j'en parle pas trop, mais... et puis, il y a un... je trouve qu'il y a un chapitre qui est extraordinaire dans Les Misérables, qui est peut-être mon chapitre préféré, moi, de la littérature. C'est quand Jean Valjean est découvert et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est condamné à sa place, enfin, qui va être condamné à sa place, et il se demande qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller et abandonner tous ceux que je sers et pour qui je suis utile, ou est-ce que le sauver juste lui? Je trouve que c'est un sacré chapitre. Oui, après moi, un personnage qui m'a beaucoup marqué, c'est Azelma. Oui, donc, la fille Thénardier qui a ce grand dilemme aussi. Elle est amoureuse de Marius. Elle est à la fois bonne, elle a du bon en elle, et en même temps, effectivement, c'est une Thénardier, donc elle a les défauts que lui ont inculqués ses parents. Enfin voilà, je trouve ce personnage très touchant, quoi. Elle l'aime sans être aimée en retour, pardon. Elle va même aider celui qu'elle aime, alors qu'elle sait qu'en fait, ne sera pas récompensée, on va dire, pour son œuvre, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais il y a aussi ce personnage. Alors, ton roman étranger préféré maintenant? Pas facile non plus comme question. Alors là, pour moi, il n'y a pas de match. D'accord, ok. Martin Eden de Jack London. Roman que j'ai découvert grâce au premier album du rappeur Nekfeu. Hein, c'est l'introduction, Martin Eden. Plus je monte, plus je m'identifie à Martin Eden, il dit. Et donc, je pense que tout le monde ne sait pas exactement de quoi ça parle. Martin Eden, c'est la vraie fausse autobiographie de Jack London. C'est l'histoire d'un marin rustre, sans éducation, qui un jour sauve la vie d'un bourgeois. Ce bourgeois, pour le remercier, l'invite à dîner. Et
hop, il tombe amoureux de la petite sœur du bourgeois. Mais il sait qu'il ne pourra pas la draguer comme ça, il ne pourra pas l'approcher. Et donc, que fait Martin Eden? Il décide de se cultiver pour pouvoir être à son niveau. Et il se rend compte qu'il adore la culture, qu'il apprend très vite, qu'il est talentueux, et il décide de devenir écrivain. Et c'est un peu le début de la galère, parce que Martin Eden, à la fois, il veut devenir écrivain, mais on ne croit pas en lui, parce que c'est un autodidacte. Ruth, sa bien-aimée, lui dit trouve-toi une situation, mais arrête d'écrire, tu ne deviendras jamais écrivain. Il ne devient jamais un bourgeois, il n'arrive pas à faire sa place dans le monde de la bourgeoisie, mais en même temps, il est devenu un peu trop cultivé pour ses anciens amis, pour sa sœur qui est toujours très bonne avec lui, pour son beau-frère, etc. Et donc, il est entre deux mondes, il trouve jamais sa place. Voilà, moi j'adore Martin Eden, c'est peut-être d'ailleurs le personnage de la littérature dont je me reconnais le plus. Mhm. Et voilà, et ça ressemble beaucoup à Jack London, qui est aussi un écrivain qui me fascine, et un écrivain dont, sur certains aspects, je me sens très proche. Donc, pour le coup, il y a beaucoup de grands romans étrangers, même de très grands romans étrangers, mais Martin Eden, c'est vraiment celui qui me parle, quoi. Il y a un côté, Martin Eden, c'est presque moi, au fond. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Alors moi j'avais choisi Dostoïevski, Crime et Châtiment, mais j'aurais pu choisir Martin Eden parce que c'est fait partie de mes romans préférés aujourd'hui que j'ai découvert très tardivement. Ouais, j'aime beaucoup notamment les passages où il dîne dans ces milieux bourgeois dans lesquels il est intégré, mais il a une parole assez libre qui fait que ça détonne un peu dans ces milieux-là. C'est ça. Et en plus, il, Ouais. il est très anticonformiste. En Bah tout oui. cas, il ne suit pas les modes. Pour lui, Non. quand il va avec eux voir une pièce d'opéra qui est mauvaise mais qui a coûté cher, il dit bah, c'était pas bon. Et là, on lui dit mais de quoi tu parles, Martin? Mm. À ce prix-là, ça ne peut être que bon. Et lui, il dit bah Exactement. non, moi je me suis ennuyé, quoi. C'est pas. Exactement. Voilà, Et quand ça commence à marcher pour lui, parce que ça met du temps Mm, à marcher, il voit tout le monde qui change autour de lui c'est et il ça. comprend pas parce qu'il dit mais moi je suis toujours le même, je suis C'est toujours ça. Martin Eden. Et c'est vrai que c'est bouleversant. Et la dernière phrase, on peut pas révéler ici, mais c'est l'une pour moi des. On connaît beaucoup de premières phrases de romans, mais peu de dernières. Ouais. Et je trouve que Martin Eden, ça fait partie peut-être des 2-3 dernières phrases que moi j'ai retenues dans ma vie. Donc on va pas la dire évidemment, mais elle est quand même très très belle. Donc très beau choix là, les deux premiers choix, franchement, chapeau, ça commence bien. Je vous mettrai à chaque fois évidemment, vous l'avez vu, mais le livre là pour que vous ayez toutes les références des livres dont on parle. Alors le cadeau littéraire évidemment qui t'a le plus touché. Bon, on va continuer sur la lancée, la Pléiade de Jack London. C'était à mes 30 ans. C'est la première Pléiade neuve que j'ai eue, et j'en avais déjà acheté d'occasion. D'accord. Voilà, acheté des bouquinistes, etc. Pas cher. Donc c'est la première neuve, c'était mes 30 ans. C'était Jack London, donc elle venait de sortir en Pléiade. Voilà, c'est juste un très beau cadeau, quoi. Ah oui. Il n'y a pas grand-chose à ajouter Il n'y a plus. pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce que tu penses du coup, toi qui es essayiste, qui aime les débats, les idées, qu'est-ce que tu penses de la polémique qu'il y a eu cet été sur le fait de dire que posséder des Pléiades, c'est un acte bourgeois et c'est presque une question de mépris de classe que de posséder des Pléiades. Qu'est-ce que tu en penses, Bah, toi? on va pas se mentir, c'est quand même marqué socialement, hein. Ça dit Oui. au moins qu'on a du capital culturel. Mm. Mais en plus, vu le prix, ça dit souvent qu'on a quand même du capital économique, même si bon, j'en possède plusieurs d'occasion, et des fois j'en ai même trouvé à 7 euros. Donc Absolument. Ouais. voilà, mais déjà, c'est vrai que faire le geste d'aller trouver chez un bouquiniste une vieille Pléiade de Peggy à 7 euros, c'est quand même déjà une marque de capital culturel. Et c'est sûr que le jeune Kevin que j'étais à 20 ans n'aurait jamais fait ça. Mm. Donc ça, c'est vrai. Après, je pense qu'on peut aussi aimer le beau. Je comprends des fois les critiques sur ceux qui aiment exhiber leur bibliothèque pour montrer qu'ils appartiennent à une certaine catégorie, etc. C'est vrai que ça existe, mais je pense qu'on ne peut pas non plus faire des généralités. Si je ne me trompe pas, cette polémique, elle a dû venir après un article de Frustration qui a quelques années. Donc Frustration avait fait un article sur pourquoi les bourgeois ont toujours de belles bibliothèques. L'article est d'ailleurs très bon, hein. Il pointe des choses très vraies. Oui. Mais je pense il faut parfois faire aussi la distinction entre le livre comme objet de distinction, et ça existe, hein, des bourgeois qui exhibent leur bibliothèque alors qu'ils n'ont pas lu un quart des livres, ou ils ne les ont lus que quand ils étaient en prépa, ils se sont arrêtés depuis. Et ceux qui aiment ça, et je pense qu'on peut aussi aimer ça sans être un bourgeois, et je pense que c'est quand même en plus un acte qui tire vers le haut, même le prolo, quoi. Martin Eden, pour revenir à lui, c'est le prolo qui, quand il lit, ça lui permet de tirer son esprit, sa réflexion, etc. vers le haut.
Et c'est quelque chose qui est réellement arrivé à Jack London, son alter ego. Mais c'est vrai que pour le côté complet, je trouve, et le côté beau, et en Ouais. plus, je trouve que ça se conserve bien. Oui. Enfin voilà, moi j'aime bien quand même en posséder. Et comme tu dis, en étant patient et en faisant de belles trouvailles, on peut en trouver à vraiment pas cher. Oui. Quel est le livre qui t'a fait le plus peur? Déjà pas facile. Première question, peut-être pas facile. Ouais. Alors là, on va sortir vraiment des classiques, Ouais. mais on va aller vers quelque chose que j'aimais beaucoup lire entre 11 et 12 ans. Ça s'appelle Chair de poule. Ah bah oui. Voilà, série de romans pour ados qui a été adaptée en série qui passait sur KD2A, sur France 2. Ça nous ramène vraiment à un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Absolument. Et les moins de 20 ans encore moins. Ah bah non, c'est clair. Je repense à un chair de poule en particulier qui est celui qui s'appelle Méfiez-vous des abeilles. Où Ah je l'ai. c'est voilà, Ouais. c'est un narrateur, un jour il se réveille, Ouais. c'est une abeille dans une ruche. Et moi je trouve ça hyper flippant Ouais, voilà, de te retrouver au milieu des abeilles, tu sais pas ce que tu dois faire comme elles, etc. Ouais. Tu dois pas te faire repérer. Voilà, c'est... bah, c'était ma réponse aussi. Ah bah. Moi c'était les chairs de poule et moi c'était le panthère maléfique. Ah oui, bah, j'ai Mais- hésité entre les deux, et, tu vois. et le piégé dans le miroir aussi, Ouais. que j'avais. Le Pantin Maléfique, il connaît plusieurs suites d'ailleurs, hein, avec le Oui, Pantin. il y en avait plusieurs autres. Ouais. Tu as bien raison. Mais les chairs de, mais je pense que c'est une question de génération. Oui, Et totalement. Peut-être qu'aujourd'hui les jeunes de Ça parle 12 ans peut-être moins, aujourd'hui ouais. n'auraient pas peur en lisant les chairs de poule, je oui. sais pas. Quelle est ta biographie préférée? Alors, très dur, là, Ouais. je vote la biographie de Thomas Müntzer par Ernst Bloch qui s'appelle Théologien de la Révolution. Ok. Thomas Müntzer, c'est une figure qui me parle parce que alors, je suis protestant. Thomas Müntzer est protestant, donc c'est l'un des premiers grands réformateurs. La réforme, pour ceux qui ne savent pas, ça se passe à partir de 1517. Martin Luther donc, lance une polémique contre l'Église catholique en placardant 15 thèses, 95 pardon, thèses. Ça doit être c'est le 31 octobre, c'est le soir d'Halloween, où il s'en prend notamment aux indulgences. Oui. Donc lettres délivrées par l'Église catholique, enfin une sorte de bon délivré par l'Église catholique en échange du salut. La polémique enfle et finit par critiquer plusieurs choses dans l'Église catholique, notamment justement l'autorité du pape, et il finit par être excommunié, lui et ses disciples, et c'est comme ça que le protestantisme naît donc en Allemagne au XVIe siècle. Et en même temps, à peu près au même moment, Jean Calvin, de son côté, exilé en Suisse, à Genève, lance lui aussi une réforme assez proche. Donc je reviens à Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, en fait, c'était un réformateur protestant hyper radical qui pensait que le royaume des cieux, en fait, devait arriver ici et maintenant. Et donc, à partir d'une lecture assez littérale de la Bible, il en est venu à s'opposer à la richesse. Donc, on connaît très bien les passages dans les évangiles. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, Dieu et Mammon. Mammon étant l'argent. Sinon, il en suivra un et méprisera l'autre. Il y a plus de chances qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille qu'un riche entre au paradis. Le moins connu, l'épître de Jacques, le chapitre 5, voilà, qui est une vraie condamnation de la richesse des riches et même de l'exploitation des pauvres. Puis bon, plein d'autres passages, hein, tous les maux du monde viennent de l'amour, de l'argent, etc. Donc lui, en fait, s'oppose aux puissants, aux riches, là où Martin Luther, justement, rejoint les princes protestants, les princes allemands qui se convertissent au protestantisme, à commencer par Frédéric II de Saxe. Et lui, en fait, il prend part à la révolte paysanne qui émerge de cette réforme et finit par être décapité après avoir été torturé, etc. Ah oui. Thomas Müntzer est considéré notamment par Engels comme le premier communiste. D'accord. Il est aussi inspiré de certains courants anarchistes chrétiens et en fait, Ernst Bloch fait à la fois une biographie assez détaillée d'ailleurs dans la première partie du livre de la vie de Thomas Müntzer, de ses combats, etc. Et la deuxième est un vrai traité de théologie. En fait, il va dans la théologie de Thomas Müntzer et explique comment, pourquoi il en est arrivé là et quelle réflexion derrière. D'accord. Intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Ça donne vraiment bien envie. Quel est le livre qui t'a fait pleurer? Alors, est-ce qu'il y en a un? La rue Cazenègre. La rue Cazenègre, assez peu connue, c'est l'autobiographie de Joseph Zobel, donc un écrivain martiniquais. Roman, je connais pas. vraiment excellent roman. Donc il raconte son enfance donc dans un quartier pauvre de Martinique, constitué de
de cases. Lui, il grandit avec sa grand-mère, il est à l'école, il est bon élève, et là, ça rappelle, ce qui suit va rappeler un peu Albert Camus, parce que Mm. une fois la primaire finie, lui, il doit partir travailler Ah oui. dans les plantations avec sa mère, Ouais. et un instinct l'a repéré et a réussi à convaincre sa grand-mère de le laisser continuer au collège, où il part à Fort-de-France, où il suit ses études à Fort-de-France. Et vraiment, c'est vraiment un roman magnifique. Une très belle adaptation au film avec dont le rôle de la grand-mère est joué par la grand-mère d'un acteur très connu en France. C'est la grand-mère de Pascal Légitimus, Ah, d'accord. qui joue donc le rôle de Intéressant. la grand-mère du petit José D'accord. dans le film. Et, donc, Il date de quand le livre à peu près le livre, une ordre il date grandeur. des années 70, D'accord. 60-70. D'accord. Ok. L'adaptation début 80. D'accord. Intéressant. Voilà, c'est une très belle histoire, très triste, à la fois très drôle parce qu'il y a ces enfants qui jouent dans la plantation quand les parents sont pas là pendant l'été, qui font des bêtises, qui réussissent à s'acheter une bouteille de rhum et qui mettent le feu à une case par erreur, etc. Voilà, c'est très drôle et qui ensuite se font tous frapper le soir pour ça. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi la relation qu'il a avec un vieux qu'on appelle un peu le vieil africain dans le roman Maître Méduse, qui justement est le seul d'entre eux qui a connu l'Afrique et voilà, qui joue un peu le rôle de maître spirituel pour cet enfant et qui meurt à un moment dans le roman. Enfin voilà, et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper touchant. Le film m'a fait pleurer comme le livre m'a ensuite fait pleurer. Parce que D'abord, tu as vu le film. d'abord j'ai D'accord. vu le film qui est, on va dire, un monument culturel aux Antilles. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose que ma mère m'a montré quand j'étais gosse. Et je n'ai lu le roman qu'à la vingtaine, donc bien après avoir vu le film plus d'une fois. D'accord. Bah, je pense que ça t'a donné envie à pas mal de gens là Ben, j'espère. Tu te conseilles d'abord le livre, Ouais, je plutôt dans conseille cet le ordre. livre. Ouais, ouais. D'accord. Et après de voir le film. Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu as détesté? Du côté de chez Swan, que je n'ai Ah. jamais fini. Ah Alors, oui. je sais qu'on est sur le unpopular opinion là-dessus, mais Ouais, donc c'est très bien. l'enfance bourgeoise de Proust, moi j'ai beaucoup de mal en fait avec le style de Proust. Je D'accord. pense que soit on adore, soit on déteste, et moi voilà. Absolument. Et moi, j'ai jamais réussi à entrer dedans, donc je me suis arrêté plusieurs fois, je l'ai jamais fini, et c'est vraiment le grand classique du coup que je déteste. Bon, et l'occasion pour moi de, même si tu le détestes, mais l'occasion pour moi de dire que donc je lance, comme vous le savez, sur mon Discord, donc je mettrai le lien, une grande lecture commune à la recherche du temps perdu. On est déjà à peu près une trentaine à avoir accepté, et des lecteurs de tous horizons, certains qui n'ont jamais lu Proust, d'autres qui n'ont jamais lu de classique, et pour l'instant, on est une trentaine à s'être prêté au jeu à ma demande et qui vont vraiment découvrir Proust semaine après semaine. Et comme tu dis, c'est un auteur qui laisse pas indifférent. Moi, je C'est-à-dire- ferai la comparaison avec Céline. Céline, c'est un peu pareil, soit on adore, soit on déteste. Oui. Moi, pour le coup, je suis team Céline et pas du tout team Proust. Ah quoi. oui, et je crois que Céline n'était pas fan de Proust, Proust, vu non, les propos non, non, qu'il avait non, non, à propos clairement pas. de l'écriture de Proust. Est-ce que tu as une pièce de théâtre préférée? L'Avare de Molière. Hmm. Vraiment, déjà parce que c'est très drôle. Oui. Ça se lit bien, ça se voit bien. Je l'ai vu il y a pas longtemps à la Comédie Française. Il y avait eu une année Molière, donc ça devait être quoi, 2022. Ouais, je crois, Donc j'en ai revu plusieurs à la Comédie Française, dont l'Avare. L'adaptation cinématographique est excellente avec De Funès Ah oui. dans le rôle d'Harpagon, donc Bien qui sûr. est le héros, avec cette scène énorme où quand on lui vole son argent au voleur, à l'assassin, au meurtrier, on m'a volé, je suis mort, je suis assassiné. Ouais. Enfin voilà, c'est super drôle. On retrouve on va dire tous les ressorts de la comédie de Molière avec le riche bourgeois qui est pingre, qui est un peu méchant, etc. Les valets qui sont très malins, un peu sournois, qui jouent des tours à leur maître, etc. On retrouve ça aussi, par exemple, dans les fourberies de Scapin, etc. Mais voilà, moi je préfère l'Avare, même si je pense que d'autres Molières auraient pu figurer, que ce soit Scapin ou le Misanthrope. Et voilà. Et puis en théâtre, j'adore aussi Shakespeare, donc ça aurait pu être aussi du Shakespeare, mais j'ai préféré rester en France. Et l'Avare, moi je te rejoins. Pour l'anecdote, c'est la seule pièce que j'ai vue à la Comédie Française. Ah oui. J'avais 10 ans, je me souviens, on était monté avec l'école primaire depuis le Pays Basque à Paris juste pour aller voir l'Avare à la Comédie Française et ça m'avait bien marqué. Donc je te comprends. rejoins
C'est une superbe pièce. Est-ce que tu as un recueil de poèmes préféré? Le Spleen de Paris de Baudelaire, voilà, donc c'est son recueil posthume. Pendant longtemps, on a un peu résumé Baudelaire aux Fleurs du Mal, donc un peu le poète d'un recueil. Celui-là, pour moi, est un peu plus fort, donc ce sont des poèmes en prose, écrits à la fin de sa vie. Certains sont même posthumes, donc n'avaient jamais été publiés de son vivant. Et vraiment, c'est vraiment un Baudelaire alcoolique, désespéré. Ouais, c'est dedans qu'il y a Assommons les pauvres. Oui, c'est l'un des derniers, Assommons les pauvres. Il est particulier ce texte. Il y a la foule, la solitude, Enivrez-vous, qui est peut-être l'un des plus beaux poèmes jamais écrits, le désespoir de la vieille. Enfin, vraiment, c'est quelque chose à la fois de désespérant, de magnifique. Enfin, voilà, c'est Baudelaire tel que je l'aime, quoi. Ouais. Quel est le livre qui t'a fait le plus rire? Les Contes du Chat Perché de Marcel Aimé. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu durant mon enfance, donc... c'est très simple, été 99, donc j'ai 10 ans. Ma grande sœur Kelly, si jamais elle tombe un jour sur cette vidéo, voilà, je lui passe un petit big up. Donc ma grande sœur Kelly m'offre ça, elle l'avait lu, elle a 8 ans de plus que moi, donc elle avait lu probablement 8 ans avant moi ses contes. Donc c'est l'histoire d'une famille de paysans qui ont 2 filles qui ont à peu près 10-11 ans, Delphine et Marinette, et beaucoup d'animaux, et c'est raconté du point de vue à la fois des 2 petites filles, mais aussi des animaux, et c'est à mourir de rire. Il y a la vache qui disparaît avec le cochon qui mène l'enquête, il y a le chat qui passe sa patte derrière son oreille pour faire pleuvoir, pour que les petites puissent ne pas aller à l'école. Il y a le problème où en fait les filles ne comprennent absolument rien aux problèmes, elles le racontent aux animaux, et ils se disent c'est un problème où on parle de bois de la commune, et il faut trouver le nombre d'arbres en faisant des calculs mathématiques. Ils comprennent pas, donc ils vont dans les bois de la commune et ils comptent le nombre d'arbres, etc. Enfin voilà, c'est à mourir de rire. Et en plus, je pense en avoir ri tout l'été avec ma grande sœur, parce que je lui racontais, je lui re-racontais ces contes qu'elle connaissait, et elle s'en souvenait, on riait ensemble, on se refaisait les blagues. Enfin voilà, vraiment, ça a été un été à rigoler avec Marcel Aimé. Donc voilà, faites lire Marcel Aimé à vos enfants, et en plus peut-être que si vous avez une fratrie de plusieurs enfants, peut-être que les frères et sœurs liront ensemble et rigoleront ensemble, quoi. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus fait rire. Ouais. Bah écoute, je l'ai jamais lu, et c'est marrant parce que je l'ai vu ce matin en vide-grenier. J'ai failli l'acheter, je l'ai pas fait, et tu me fais regretter. Donc oui, merci, je pense que vraiment ça se lit à tout âge, quoi. Ouais, bah maintenant je regrette, grâce à toi, de ne pas l'avoir pris. Mais bon, c'est que partie remise. Et quel est le livre qui t'a fait le plus lire? Alors là, c'est un tout autre registre, L'Empire du moindre mal de Jean-Claude Michéa. Ah oui. J'ai dédié mon 3e livre, et en fait, je pense que tout ce que j'ai écrit ces 10-15 dernières années sont très liés aux idées de Jean-Claude Michéa. Alors, qui est Michéa? En fait, c'est un philosophe socialiste, tendance plutôt libertaire et décroissant, mais qui rejette l'idée de gauche, qui, pour lui, en fait, il fait une distinction entre ce qu'est la gauche et le socialisme. Pour lui, le socialisme est issu du mouvement ouvrier, la gauche de la petite bourgeoisie progressiste, libérale et républicaine. Et selon lui, donc gauche et socialiste se marient en 1899 avec l'affaire Dreyfus. À l'époque, donc il y a ce lieutenant qui est condamné, qui est innocent. Donc pour ces 2 camps, c'est quand même une question de justice. On ne peut pas laisser cette injustice se faire. Mais il y a aussi un enjeu politique, c'est que la droite réactionnaire est à 2 doigts de prendre le pouvoir, et il faut aussi l'empêcher. Donc par les 2 ayant les réactionnaires comme ennemis, ils s'allient, et donc ça accouche du bloc des gauches 2 ans plus tard. Mais pour Michéa, en fait, il existe, c'est pas que pour lui, mais donc il existe, on va dire, 2 formes de libéralisme. Le libéralisme économique, qui est le laisser-faire, les marchés géreront le tout. Et puis il y a un libéralisme politique et culturel que Michéa relie à la notion de droit. Selon lui, c'est la régulation par le droit. C'est chacun est libre de faire ce qu'il veut tant que ça ne nuit pas à autrui. Et en fait, pour lui, en fait, les 2 principes se rejoignent logiquement, et en fait créer une civilisation où finalement la seule chose que les gens ont en commun, ce n'est plus des valeurs partagées, mais c'est leur aptitude à commercer ensemble. C'est le marché. C'est le doux commerce de Montesquieu. Parce que, comme disait Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Donc en fait, pour Michéa, ces 2 libéralismes se rejoignent. L'un est défendu par la droite, le libéralisme économique, l'autre par la gauche. Et en fait,
Gauche et droite sont un peu les deux idiots utiles d'un même système, d'un même capitalisme, le capitalisme étant un fait social total, donc quelque chose qui touche autant l'économie que la culture, l'anthropologie, les mœurs, le politique, etc. etc. Et donc, ça, c'est vraiment cette thèse de Michéa qui est centrale. Et pourquoi Michéa m'a fait lire? C'est juste parce que c'est quelqu'un qui a énormément de références. Et en fait, moi, quand j'ai lu à l'été 2012 L'Empire du moindre mal, j'en suis ressorti avec plein d'auteurs que je ne connaissais pas ou que je connaissais de nom, mais mal à lire. George Orwell, qui pour moi était un écrivain, j'ai découvert que c'était aussi un théoricien socialiste, révolutionnaire. Christopher Lasch, que je ne connaissais pas, donc un historien, sociologue américain, qui est un peu un Michéa avant l'heure. Oui. Cornelius Castoriadis, le fondateur de Socialisme Barbarie, qui a théorisé la démocratie directe et l'antitotalitarisme. Guy Debord, le père du concept de société du spectacle. Philippe Muret, lui qui est plutôt un écrivain de droite, conservateur, qui voilà, aime se moquer un peu du progressisme ou du néo-progressisme. Et en fait, Michéa, ça a presque été 2 ans de lecture pour moi parce qu'il y avait tellement de références. En prenant une référence, j'en découvrais une autre, etc. Et de 2012 à 2014, voire 2015, je n'ai presque fait que lire en fait des références de Jean-Claude Michéa et je n'ai fait quasiment qu'approfondir sa pensée et du coup approfondir la pensée socialiste, libertaire, décroissante. Donc vraiment, en fait, il m'a ouvert un monde pour moi. Michéa, ça a été ma red pill dans la matrice. C'est vraiment, Ouais. voulez-vous sortir de la matrice? Oui, j'ai pris ma red pill et là, je me suis mis à lire pendant 2 3 ans que des ouvrages que j'ai découverts grâce à Michéa. Je rajouterais Pier Paolo Pasolini, qui pour moi était un réalisateur. J'ai découvert que c'était aussi un Bien sûr. grand écrivain, théoricien, communiste et qui a un côté conservateur, quoi. Il dit d'ailleurs dans un de ses textes, je suis communiste car conservateur. Et c'est aussi une grosse référence de Michéa. D'accord. Et donc, dans ton essai sur Michéa, d'ailleurs, tu analyses l'œuvre de Michéa ou le Oui. personnage en tant que tel? Alors j'analyse l'œuvre, j'essaie L'œuvre, d'expliquer vraiment l'œuvre, ses concepts. D'abord, je consacre tout un chapitre sur cette question du libéralisme. J'en fais un sur sa distinction entre socialisme et gauche. Intéressant. Un sur le concept de décroissance. Et puis à la fin, un truc un peu plus énigmatique, entre guillemets, qui s'appelle anarchiste conservateur. Parce que Michéa, pour troller, on va dire, aime se décrire comme anarchiste conservateur. Et c'est un troll qui reprend de George Orwell, qui lui-même s'était défini comme anarchiste conservateur. Orwell étant réellement ni vraiment anarchiste, ni vraiment conservateur, même s'il aime beaucoup l'anarchisme et la pensée anarchiste. Il a notamment combattu en Espagne contre le franquisme et avec ce qui s'appelait le POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui était un parti communiste non stalinien. Et il dit toujours, j'ai regretté, si j'avais eu le choix, juste préféré combattre avec les anarchistes. Et donc voilà, j'essaie d'expliquer ce concept un peu marrant qui n'est pas un concept à la fois très rigoureux, mais qui est une forme de sensibilité. Et j'essaie d'y rattacher plein d'auteurs, en fait des auteurs que cite beaucoup Michéa, à cette pensée. On y trouve autant Pier Paolo Pasolini qu'Albert Camus, et même des fois des auteurs chrétiens comme Bernanos peuvent se rapprocher de ça, ou Léon Bloy, etc. Enfin voilà, mais c'est vraiment une explication de texte, même si je fais une courte biographie aussi, parce que la vie de Michéa n'est pas inintéressante non plus. D'accord, bah, ça a l'air passionnant. Enfin, en tout cas, toutes les références que tu donnes, moi, ça me parle aussi. Donc, ça a l'air intéressant. Est-ce que tu as un roman historique préféré? Les Trois Mousquetaires. C'est vraiment là du très classique, hein, mais, Oui, c'est bon. mais voilà, le classique marche toujours. Donc ça se passe sous Louis XIII, un petit peu après les guerres de religion, même si les protestants n'ont pas abdiqué encore, puisque dans le roman il est question du siège de La Rochelle. Donc voilà, un jeune Gascon monte à Paris pour devenir mousquetaire. D'Artagnan, il rencontre les trois mousquetaires, les trois légendaires, Athos, Porthos et Aramis, qui ont chacun une histoire très forte. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. C'est que effectivement, c'est un roman de 4 PDP, il y a beaucoup d'aventures, ça peut faire de très bons films d'action. Malheureusement, la dernière adaptation est totalement ratée de ce point de vue-là. Ah oui, je l'ai pas vu. Ouais. Le premier, ça tient encore, mais le deuxième... D'accord. En fait, justement, je trouve qu'il passe à côté de quelque chose, c'est que ce sont des personnages dont la psychologie est très forte. Ah oui, clairement. Athos qui s'en veut pour l'histoire de sa femme. Oui. Aramis qui veut être prêtre. Enfin voilà, il y a tous ils sont tous pleins de contradictions, etc.
D'ailleurs, il y a un moment où tous, à part d'Artagnan, arrêtent d'être mousquetaires, ils les retrouvent chacun. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est long et drôle. C'est ça, c'est long, et à chaque fois, il en retrouve un qui avait arrêté, il doit le convaincre de redevenir mousquetaire. Et puis, il y a pour moi l'un des personnages les plus badass de la littérature, qui est Milady. Bien sûr. Voilà, qui retourne les consciences, les âmes, qui est la meilleure, la plus grande des manipulatrices. Et là, dans le film, ça devient quelqu'un qui fait du kung-fu, se bat. Enfin, c'est ridicule. Justement, la force de Milady, c'est de ne pas avoir utilisé les armes et de convaincre par sa psyché, mais là, donc voilà, c'est le film est raté, contrairement à l'adaptation du Comte de Monte Cristo, qui est plutôt bien réussi. J'ai adoré. Et Les Trois Mousquetaires, justement, c'est à la fois du roman de Cap et d'Épée, c'est du Netflix avant l'heure. Là, je ne fais que reprendre les mots de Mathieu Giroux, qui est un journaliste pigiste à Marianne, qui a écrit un article sur Dumas, Netflix avant l'heure, donc je ne fais que reprendre ces mots. Mais voilà, il y a ce côté, il y a le suspense, c'est haletant, etc. Mais c'est aussi de la psychologie très profonde. Et voilà, ça c'est un truc qui me manque dans l'adaptation. De toute façon, là, j'ai rien à rajouter parce que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Donc, et je pense que les gens seront très surpris si vous avez jamais lu Dumas. Si vous lisez Les Trois Mousquetaires, vous allez être surpris parce que peut-être qu'il a l'image d'un classique, peut-être pour vous, mais vous commencez, et je suis d'accord avec cette analogie au Netflix avant l'heure. D'Artagnan, au début, il est immature, il veut se battre avec tout le monde. Il voit un regard qui lui déplaît, il saute au cheval, il va se battre. Il se retrouve avec trois duels la même journée, le même jour, avec les trois mousquetaires, donc c'est un homme mort normalement. C'est très très drôle le début, et puis après ça se lance 20 ans après, tout aussi génial, 20 ans après. Et le Vicomte de Bragelonne prend plus son temps, mais vu que vous êtes attaché au personnage, il y a des scènes extraordinaires quand même dans le Vicomte de Bragelonne. Je trouve qu'il a quand même un défaut, qu'il a pris un peu plus de temps, et il y a un peu plus de passages dont il aurait pu se dispenser. Mais la trilogie dans son ensemble est extraordinaire. On en est à ton premier véritable roman, c'est-à-dire le premier roman dont tu te souviens d'avoir lu. Alors là, on est en 1995. Donc tu as 6 ans si je fais les bons calculs. Ouais, c'est ça. Bon. Je suis encore bon. J'ai 6 ans et demi. J'entre en CE1. Et voilà, moi je suis un petit garçon bagarreur qui aime le foot. Ma vie, c'est de regarder des mangas. Donc Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, Olivier Tom, donc des gens soit qui se battent, soit qui jouent au foot, d'aller dans la cour de récré, de me battre et de jouer au foot, quoi, voilà. Et là, ça c'est une enfance très simple. Et là, ma mère, elle me dit, bon, maintenant tu sais lire, il est temps de lire des trucs sérieux. Elle me donne les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Waouh, le petit garçon que je suis, il dit, ah non, pas un truc de filles, un truc de filles qui jouent à la dinette, qui ont des robes, etc. Donc Camille et Madeleine, filles de Madame de Fleurville, qui sont effectivement des filles parfaites, l'exact opposé de ce que j'étais à cet âge-là, qui rencontrent un jour une autre petite fille, Marguerite, qui a 4 ans, qui est un peu plus immature, etc. Et puis, il y a leur copine Sophie, qui vient des Malheurs de Sophie, qui est un roman qui arrive avant, que je n'ai lu qu'après, finalement. Sophie, qui à ce moment-là est orpheline, et qui est élevée par la très méchante Madame de Fichini, sa marâtre, qui fait plein de bêtises, etc. Et donc, voilà, pour tout vous dire, j'ai adoré ça. Moi, j'ai adoré les petites filles modèles. J'ai enchaîné avec Les Vacances, qui est la suite, Les Malheurs de Sophie, qui vient avant, puis Mémoire d'un âne. Et en fait, j'ai lu toute la Comtesse de Ségur entre mon CE1 et mon CM1. J'ai tout lu, hein, les Denis Gault, Jean qui rit, Jean qui pleure, les Caprices de Gisèle, Quel amour d'enfant, La fortune de Gaspard, et vraiment, c'est pareil, un truc que je recommande à vos enfants. Et puis voilà, si vous voulez que votre petit garçon se déconstruise et s'identifie à des petites filles, donnez-lui les petites filles modèles, même si effectivement c'est quand même très genré, puisque les petites filles sont vraiment très parfaites, etc. Dans Les Vacances, les garçons, Léon, Jean, Jacques font plus de bêtises, etc. Mais voilà, ça fait vraiment travailler très bien l'imagination. Oui, je suis d'accord. C'est très bien de sortir du contemporain déjà quand on est enfant, de revenir un siècle plus tôt. Et puis voilà, ça nous fait découvrir des choses sur une France qui a disparu. Et voilà, et effectivement, on ne s'ennuie jamais avec la Comtesse de Ségur. Il y a même du fantastique, etc. Donc voilà. Je suis d'accord. Mais faites-le lire quand même aussi Olivier Tom, Captain Tsubasa. Oui, on peut faire les deux quand même. On peut faire les deux. Ça va, ça me rassure. Quel est donc, mais c'est quand même un classique aussi, mais quel est ton premier choc avec un classique, alors autre que la Comtesse de Ségur? Je dirais Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig.
Waouh, ah oui. Ouais, en troisième, là, on est vraiment à un moment où je ne lis plus. Moi, j'ai beaucoup lu. Alors, je dois avouer qu'à chaque fois, c'était toujours ma mère qui me forçait à Ouais, ouais. lire. Alors, moi, je lisais beaucoup les BD, j'adorais ça. J'allais à la bibliothèque qui était en bas de mon immeuble, je prenais 5 BD mon mercredi. Hop, Hmm. c'était torché très rapidement, Ah bah ça sera mais juste après. voilà. Voilà. Mais des romans, c'était beaucoup plus poussif. Il Ouais. fallait toujours que ma mère ou ma grande sœur me motive à lire. Et après, je ne lâchais jamais le roman. J'adorais ça. Puis, j'ai 13 ans, je suis un ado comme les autres, je veux faire comme les copains, j'arrête de lire. Ah oui, c'est marrant de dire ça. Ouais, Ouais. C'est vrai, hein. je m'y remets qu'à mes 21 ans. Pour moi, c'est même un truc de bolos de lire, quoi. Vraiment, C'est vrai. je veux pas le faire. J'ai vécu ça. Et j'ai une prof en troisième, Madame Le Chalard, si jamais elle tombe sur la vidéo, je lui passe une petite dédicace. Donc, le troisième, ça nous ramène assez loin. Je suis en 2003. Oui. Donc, elle est toute jeune. Hein. On est peut-être sa première ou sa deuxième classe. Je pense on est sûrement la première après son année de stage. Et voilà, elle veut nous faire lire, elle veut nous donner ce goût de la lecture. Elle a un niveau de vocabulaire assez élevé, etc. Souvent, ça crée des quiproquos avec elle. Maintenant j'en rigole beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque, des fois, on ne se comprenait pas. On se retrouvait avec Ouais. des mots dans notre carnet juste parce qu'on n'avait pas compris ce qu'elle voulait et tout. Et un jour, on doit lire, elle nous fait lire plusieurs livres et à un moment, c'est une lecture libre. Elle nous tease plusieurs livres, dont Le joueur d'échecs de Zweig. Et vraiment, elle nous le raconte d'une manière passionnante. Moi, j'ai adoré les échecs quand j'étais petit. J'ai fait des échecs 3-4 ans, enfin jusqu'en sixième. J'ai même eu des titres. Enfin voilà, j'ai été champion de Seine-et-Marne et d'Île-de-France Ah oui, jeune. bravo. Ouais, ouais. Et puis j'ai tout arrêté à 12 ans. Voilà, j'étais un ado. Les échecs, c'était plus trop mon truc, comme la lecture était plus mon truc. Et elle nous l'utilise vraiment de manière merveilleuse. Et je lis ce truc et j'adore. Et vraiment, il a fallu aller une dizaine d'années plus tard où je me dis, ce livre-là, le joueur d'échecs, c'était écrit par qui? Parce que c'était vraiment génial. Et je me suis remis à Zweig une dizaine d'années plus tard grâce à cette première lecture. Voilà, pour moi, c'était un vrai choc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du joueur d'échecs, c'est un prisonnier, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Non, Un peu pardon, avant. la première, pardon. Non, non, la seconde. La seconde, oui, Oui, c'est le oui, début de la seconde. C'est C'est le début de la seconde, effectivement. Parce qu'il s'enrichit au moment où il est Exactement, nazi, comment ça arrive au exactement, pouvoir. exactement. Et donc il se retrouve emprisonné dans sa cellule. Il n'y a qu'une seule chose, un livre d'échecs. Et donc il apprend à jouer aux échecs. Il apprend toutes les parties par cœur. Il devient un grand spécialiste. Il apprend toutes les parties. Il se met à jouer même dans sa tête contre lui-même au point il développe une double personnalité. Et voilà, et ça devient un grand génie des échecs. Et il l'arrête après sa libération. Et en fait, il se retrouve dans un bateau. D'ailleurs, en réalité, le roman commence comme ça. Il y a le meilleur joueur d'échecs du monde qui joue contre tout l'équipage, pardon, tous ceux qui sont dans ce bateau. Il est en train de gagner et ce personnage passe. Il leur conseille un coup. Il met en difficulté le joueur, le meilleur joueur du monde. Oui, sans qu'il sache, le meilleur joueur, que c'est C'est lui. ça. C'est-à-dire qu'en C'est fait, ça. lui, il se balade de table en table parce qu'il C'est s'ennuie ça. et il s'assied même pas. Il fait juste son coup, il C'est s'assied. ça. Et puis à un moment donné, il revient à la table et C'est il ça. y a un moment de doute parce qu'il se dit, tiens, il y a un coup pas Il y a normal un là. coup pas normal. Et après, il finit même par s'asseoir, ce qui est une C'est première ça. victoire. C'est ça. Et ça finit par un match nul. Ouais. Et donc là, il apprend aux autres membres du bateau son histoire donc ça finit avec la revanche, enfin voilà, le vrai match entre les Par deux, le match entre les deux. par le vrai match entre les deux, entre le champion du monde et cet homme qui ne devrait pas jouer aux échecs parce qu'en fait ça le rend fou. On lui avait dit que ça le rendait fou de plus jamais rejouer. Exactement. Il gagne la première partie Ouais, et l'autre lui propose une revanche c'est ça. et il l'accepte, hélas. Hélas, exactement. Et c'est même mieux que ça au début, parce qu'au début, dans la cellule où il est, il n'y a rien. Et c'est ça Mhm. la torture, c'est qu'il C'est il a ça. absolument, Il a absolument rien. Et le jour où il voit un livre qui traîne, il est émerveillé parce qu'il Mhm. se dit, ah, ça va être du Goethe, ça va être un grand classique. Et là, il voit un livre Un sur les livre échecs, des échecs. il est déçu. Ouais. Et il Et, apprend à jouer. il va Il apprendre à apprend à jouer comme jouer. Exactement. C'est un livre formidable, parce que moi, c'est l'un de mes Ouais. livres préférés. Donc, très bon choix. Mhm. Quelle est ta bande dessinée préférée? Alors que ça peut être une BD franco-belge, un manga, comics, voilà, ou fumetti à l'italienne, Ouais. n'importe quoi. Quelle Moi, bande dessinée? j'adore la bande dessinée franco-belge, mais il y a quelque chose que j'aime plus encore, ce sont les mangas. Comme Et moi. donc là, je vais vraiment donner du très grand classique. Hein, aucune originalité, mais Dragon Ball. Ah, Donc voilà, l'histoire de ce petit Sangoku qui rencontre un jour Bulma et qui part à la recherche des 7 boules de cristal. Une fois qu'on les réunit, on peut faire un vœu ou 3, selon le dragon invoqué et le moment du manga. Et voilà, et ce petit qui est très fort, qui devient vite un champion d'arts martiaux, on découvre qu'il est originaire d'une autre planète, la planète Vegeta, c'est un Saiyan, et donc
c'est un combattant né et en plus il est même extrêmement doué pour un Saiyan, alors qu'au début, s'il envoyait sur Terre, c'est parce que c'était un faible potentiel sur sa planète. Enfin bon. Et je dirais même, non seulement dans cette saga, je reprendrai un tome en particulier, c'est le tome 27, qui est celui où il est sur la planète Namek, où il combat Freezer, donc qui est le grand méchant qui a détruit sa planète, la planète Namek étant la planète où on fabrique les Dragon Ball. Et donc il affronte le grand méchant Freezer qui veut utiliser les Dragon Ball pour devenir immortel. C'est vraiment le grand méchant à ce moment-là. Et pour moi, il y a le moment où on a le plus d'émotions, c'est la mort de Krillin. Donc Krillin qui est son meilleur ami d'enfance, un petit chauve qui au départ est à peu près à son niveau en combat, qui à la fin est largement dépassé. Et la mort de Krillin où il explose, où Goku entre dans une rage comme on ne l'a jamais vu, il se transforme en Super Saiyan. C'est magnifique, ça donne envie de pleurer. C'est d'autant plus fort qu'on sait dans Dragon Ball qu'il n'y a pas de vraie mort, puisqu'à la fin, il ressuscite toujours grâce au Dragon Ball. Parce que personne qui meurt jamais. Exactement, en fait, c'est le manga, Krillin, il meurt 3 ou 4 fois. Et même quand ils sont pas ressuscités, ils sont avec Dieu. C'est ça, ils sont avec Dieu au paradis, et puis même des fois, Dieu leur donne une permission pour revenir. Goku, il revient comme ça. Et donc, on sait que les personnages ne meurent jamais. Les Dragon Ball, en fait, servent tout le temps à ressusciter les morts. Et pourtant, on est quand même malheureux devant la mort de Krillin, parce qu'en fait, on voit la détresse de Goku. Moi, je dois avoir 5 ans quand je vois ça la première fois à la télé. Et voilà, je pleure avec Goku quoi, devant la mort de Krillin, et je sais qu'il va revenir Krillin pourtant. Et donc oui, lisez Dragon Ball. Quoi. Vous faites lire à vos enfants ou lisez, moi je continue de lire. Non, voilà, maintenant il y en a même, il y a encore une nouvelle série là, qui sort, qui a commencé, Daimon, c'est ça je suis plus les nouvelles séries. Voilà, bon, mais vraiment c'est très drôle, là c'est... L'histoire, c'est dans le monde maléfique, donc dans le monde des démons, après la mort du roi des démons, donc d'Abra. Il y a un nouveau roi, il voit les aventures de Goku, etc., qui ont quand même réussi à battre Majin Buu, il se dit ces mecs sont trop forts, et donc il récupère les Dragon Ball pour pour les transformer en enfants. Donc Goku redevient enfant, et tous redeviennent des enfants, et Trunks et Goten, eux, deviennent bébés. Et donc, ce sont des enfants, il a plus son corps, il a plus sa force, etc. Et en plus, il capture Dende pour être sûr en fait, qu'il ne puisse pas réinvoquer Shenron comme ça. Donc voilà, là, c'est une nouvelle aventure avec Goku qui est plus faible. On retrouve un peu les débuts de Dragon Ball avec l'humour, etc. C'est bien fait. Enfin là, on en est à 5 épisodes. C'est hyper prometteur. Mieux que les au-dessus de Dragon Ball Z, selon moi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je conseille aussi de lire Dragon Ball, de faire lire Dragon Ball. On parle souvent de découpage dans le manga. Akira Toriyama, pour moi, était, parce qu'il faut dire était maintenant, le maître du découpage. C'est-à-dire que le découpage, c'est quand vous découpez une action qui ensuite se transforme en plusieurs cases. Et en fait, vous lisez Dragon Ball. C'est pas le cas dans beaucoup de mangas. Vous comprenez tout est clair. Vous avez presque l'impression de voir le combat s'animer en lisant. Et c'est pas le cas dans pas mal de mangas. Et moi, je me souviens, j'ai découvert Dragon Ball assez tardivement finalement. Mais moi, quand j'étais enfant, j'avais pas le droit de regarder la télévision, donc je regardais pas Dragon Ball à la télé. Mais je me souviens très bien que c'était un phénomène de cours de récré. Et les épisodes, ils passaient, mais si tu le loupais, bah, c'était fini pour toi. Tant pis pour toi, tu le loupais, quoi, à moins de l'avoir enregistré. Et je me souviens très bien du jour, ça je m'en souviens, où Sangoku avait fait sa première transformation en Super Saiyan. Et qu'à la cour de récré, c'était comme si on avait de nouveau marché sur la Lune. Et qu'il y en avait un, outre moi qui ne regardais pas et qui ne suivait pas, mais il y en avait un qui avait loupé cet épisode. Et on a l'impression que sa vie était finie. Quoi. Et ça m'avait énormément marqué. Donc j'ai découvert par la suite en bibliothèque ce manga. Puis moi, j'oublierai jamais vraiment, en septembre 97, quand je reviens de vacances de Martinique, le premier mercredi, j'allume ma télé. Et là, il n'y a pas de Club Dorothée. Bah oui. Et voilà, le Club Dorothée s'était arrêté. Ouais. Donc plus de Dragon Ball Z, plus de Senseiya, Chevalier du Zodiac, plus de Captain Tsubasa, Olivier Tom, de Nicky Larson, etc. Waouh, c'était une grosse claque. On s'est retrouvé avec Tefou, avec Arnold et tout, qui sont des dessins animés très bons d'ailleurs aussi, mais voilà, il n'y avait pas cet attachement. Ça a été un choc générationnel. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui t'a rendu fou? Pas facile. Un livre qui m'a rendu fou. Oui, Ils étaient 10, d'Agatha Christie. Donc, 10 petits nègres, anciennement rebaptisés, ils étaient 10. Donc, vraiment, Agatha Christie, c'est vraiment la reine du roman policier. Hein. Pour moi, c'est au-dessus de Sherlock Holmes, même si j'aime beaucoup Sherlock Holmes par ailleurs. Donc, c'est une aventure qui n'est ni de Poirot ni de Miss Marple, qui sont un peu ces deux personnages principaux.
Et pourtant, c'est peut-être son meilleur. Et c'est son meilleur, ce sont 10 personnages, 10 personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, Ouais. qui se retrouvent invités sur une île. Dans chacune de leurs chambres, il y a une comptine qui donne le titre en fait du roman, puisque c'est une comptine qui s'appelle 10 petits nègres, qui raconte 10 personnages qui meurent les uns après les autres. Ça commence par 10 petits nègres s'en allèrent dîner, l'un d'eux s'étouffa, n'en resta plus que 9, et ça finit par... Bah, on va peut-être pas dire la dernière. Bah, finalement, oui, mais après, le dernier, c'est marrant parce que c'est pas la fin du Non, roman. c'est pas la finalement. fin. C'est ça Non, qui, c'est vrai, c'est ça qui rend fou. Mais quoi. bon, Donc, ça peut-être pas. oui, enfin, allez, je vais pas spoiler jusqu'au dernier, mais voilà. Et donc, il dîne, il passe il y a un disque sur la table, il le passe, et en fait, ils sont tous accusés d'un crime pour lequel ils n'ont pas été en prison. Et là, l'un d'entre eux meurt. Et dans l'autre pièce, il y a 10 petites statues et l'une d'elles est cassée, donc il n'en reste plus que 9. Ouais. Et en fait, si ce roman rend fou, c'est parce qu'en fait, à la fin, les 10 meurent. Ils sont que 10 sur l'île, ils le savent, ils ont visité l'île, il n'y a qu'eux, et les 10 meurent. Et en plus, on sait que ce n'est pas le dernier à mourir qui est le tueur, donc qui ça peut être? Ouais. Et voilà, c'est ça qui rend fou. C'est ça, je suis d'accord. Et il y a un très bon livre qui s'appelle La vérité sur Ils étaient 10 Oui, de Pierre Bayard, je Oui. crois qu'il s'appelle, et qui nous dit qu'en fait que même la solution d'Agatha Christie à la fin n'est pas la bonne, que c'en est une autre, et il explique pourquoi Agatha Christie s'est trompée. Alors il y a beaucoup d'humour, je pense, et d'hommage à Agatha Christie derrière, mais je l'ai lu là récemment. Parce que je prépare une vidéo justement sur Ils étaient 10, là c'est une de mes prochaines vidéos sur YouTube, donc c'est marrant que tu en parles. Et il est assez amusant ce livre. Et il donne plein d'idées de lecture d'autres romans policiers. Pour le coup, également je l'ai pas lu, mais vraiment... Ah ouais, je te le conseille. ouais. Il est assez amusant. Et il a fait ça sur d'autres livres d'Agatha Christie Ouais. et sur d'autres livres aussi. Et il a aussi écrit un livre qui s'appelle Comment parler d'un livre que vous n'avez jamais lu. Et en fait, Celui-là, j'en ai entendu parler. sans spoiler la fin, sa solution c'est d'avoir tout lu pour pouvoir parler d'un livre qu'on n'a jamais lu. Ah bah voilà. Et, Mais voilà. Et Agatha Christie, le dernier mot, c'est qu'en Ouais. plus, elle aime bien ce procédé avec la comptine. Il y a aussi 5 petits cochons. Oui, exactement. Qu'il a avec Hercule Poirot. Ouais, exactement. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Elle aime bien ce petit truc de comptine avec des Ouais. morts qui ressemblent à la comptine, quoi. Alors, je crois, on en a parlé avant, mais je crois que tu n'as pas trouvé de livre qui t'a énervé. Tu ne t'énerves Non. jamais quand tu lis. Non, je m'énerve Bravo jamais. à toi. Non, Moi, je c'est pas m'énerve mon cas. jamais. Là, comme ça. Non. Ouais, ben, écoute, on va passer à la suite. Peut-être quand j'ai Édouard Louis, finalement. Allez, je veux dire, pour en finir avec Eddie Bellegueule. Allez, c'est bon. Allez, voilà, Un livre c'est m'a bon. énervé. Merci, on a trouvé un. Est-ce qu'il y a un livre que tu espères lire bientôt parmi tous ceux qui t'attendent? Bien sûr, je pense. les frères Karamazov. Hein, Ah bah, c'est mon pas ça, prochain mais- aussi. Ah ouais, bah, j'espère le lire. Alors bientôt, en fait, je projette de lire l'été prochain, donc j'espère C'est bientôt. réussir. Mais voilà, les frères Karamazov de Dostoïevski. Alors j'ai déjà lu une toute petite partie qui est en fait, D'accord. il y a un conte à l'intérieur qui s'appelle Le Grand Inquisiteur. D'accord. Qui est un conte philosophique. C'est l'un des frères raconte à son frère ce conte. C'est Jésus qui revient parmi nous et qui se fait condamner à mort cette fois, non pas par Ponce Pilate et le grand rabbin de Jérusalem, mais par le grand inquisiteur en Espagne, et qui lui fait tout un discours en lui disant on a bien compris que vous étiez le Christ, mais votre message est juste trop dur pour nous, la liberté que vous avez voulu nous enseigner est trop dure, etc. L'Église n'arrive pas à être à votre niveau, donc on vous recondamne à mort avant que vous nous redonniez des principes à Wow. suivre. Ah oui. Et ce conte, il était en fait adapté. En fait, il est sorti indépendamment du reste chez Desclés de Brouwer. Il y a quelques années, il y a 4 ans, je crois. Donc voilà, je l'ai lu et même chroniqué pour Marianne. C'est vraiment un tout petit conte philosophique qui se lit très vite Ok. à l'intérieur des frères D'accord. Karamazov. Mais voilà, il faudrait que je lise l'œuvre entière, quoi. Oui, ok, c'est un beau pavé quand même. Oui, oui. En été, ça sera pas de trop. Ouais, c'est ça. Quel livre, selon toi, mériterait d'être plus connu? Les Neiges bleues de Piotr Bernarski. Je connais pas. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très peu connu. C'est un jour un ami qui m'a dit ce livre m'a bouleversé comme jamais. Donc en fait, c'est un écrivain polonais juif ashkénaze qui raconte, en fait, c'est son autobiographie, enfin son enfance. Alors c'est découpé en plusieurs nouvelles qui peuvent être lues indépendamment et en même temps, ça le tout forme un roman cohérent. Cet enfant, en fait, a grandi près d'un goulag. Son père était au goulag. Il a grandi avec sa mère près d'un goulag. Et en fait, c'est sa vie qui est vraiment est dramatique, en fait. Il n'y a que des morts autour de lui, etc. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment super bien écrit. Donc, c'est lui, sa mère, qu'il surnomme Beauté. Sa mère étant magnifique. Voilà. Et donc, il y a à la fois toute sa relation avec sa mère, les morts, le goulag, etc., etc. Piotr Bernarski, qui en a réécrit d'autres après, parce qu'après il est devenu militaire en Pologne, marin, etc. Et donc il a ensuite écrit sur ces aventures-là.
pour moi, ce livre mériterait vraiment d'être beaucoup plus connu. En plus, la langue est magnifique. D'accord, bah écoute, ça donne envie. Et enfin, quel est le livre que tu as lu, alors soit grâce à ta moitié, soit grâce à une autre personne, même si on a vu qu'il y en a eu d'autres dans Bien sûr. cette vidéo, mais est-ce qu'il y en a un comme ça que tu Bon, parler? allez, je vais quand même rendre hommage, non pas à ma moitié, mais à celle avec qui j'ai vécu plusieurs années, qui avait Flaubert dans ses écrivains préférés, et ça m'a permis, grâce à elle, j'ai découvert réellement Flaubert, et j'ai lu notamment L'éducation sentimentale, qui est mon préféré de Flaubert, donc l'histoire de Frédéric Moreau, Oui. jeune de Nogent, de Nogent-sur-Seine, qui tombe amoureux de Madame Arnoux, un peu, qui est plus âgée que lui et mariée, et qui monte sur Paris pour ses études et dans l'espoir en fait d'avoir une relation d'amour avec cette femme. Alors on connaît cette phrase de Flaubert sur Madame Bovary. Madame Bovary, c'est C'est moi. moi. Ouais. Mais on pourrait aussi dire que Frédéric Moreau, c'est lui, puisque lui aussi est tombé amoureux Absolument. d'une femme plus âgée que lui. Mm. Il raconte ça dans Les Mémoires d'un fou, son autobiographie qu'il écrit à seulement 17 ans. D'ailleurs, où il explique qu'il renonce à l'amour à ce moment-là. Et Frédéric Moreau, c'est quelqu'un un peu qui passe à côté de sa vie, c'est-à-dire qu'il vit de grands moments historiques, il y a la révolution de 1848, etc., mais il passe à côté de tout. Il passe à côté de sa vie sentimentale, notamment à cause de son amour pour Madame Arnoux, qu'il l'aime aussi en réalité, mais il passe à côté à la fois de cette relation, mais de d'autres relations, etc. Et dans ce livre, il y a pour moi l'une des plus belles pages de la littérature, il y a une ellipse en fait. Et en fait, je trouve le début de ce chapitre, donc de cette ellipse magnifique, j'essaie de la faire de tête. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, l'effroi réveil sous la tente, le bouleversement des paysages et des ruines, la mélancolie des rencontres interrompues. Il revint. Voilà, et je trouve juste ce passage magnifique. Et même la suite est très belle. Bah, merci beaucoup. De rien. J'espère que ça t'a plu comme exercice. Bah oui, carrément. Mais, j'espère que j'ai donné envie de lire à certains, quoi. Je pense que oui. Bon. Je pense que oui. En tout cas, bah, ça a été un vrai plaisir d'échanger. Un plaisir avec toi. partagé. C'est gentil. Enfin voilà, il y a pas mal de gros chefs-d'œuvre dans ta liste, d'autres que tu m'as donné envie de lire. Et je pense que c'est. Et même des livres pour vos enfants. Et même des livres pour vos enfants. Et puis pour vous aussi. Hein, oui, fois, évidemment. On répète, mais les mangas, c'est pas que pour les enfants, oui, c'est aussi pour les adultes. Je suis sûr continue que d'en même lire. La Comtesse de Ségur, je suis sûr que ça peut être lu par un adulte. Je suis sûr que oui. Et on en parlait un peu avant avec Kevin. Je pense que c'est aussi un concept qui plaît parce que on parle de nous aussi lorsqu'on on refait un peu le fil de nos vies, de nos existences, de notre rapport avec la littérature. Voilà. Si vous aussi vous avez envie de participer à ce concept de bibliothèque idéale, vous pouvez m'envoyer vos réponses par vidéo ou par écrit, donc à l'adresse mail que j'indique à chaque fois en bas de l'écran. Ou alors, si vous passez non loin de Rennes, que vous n'êtes pas très loin de Rennes, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire ça également. Comme ça, en vrai, c'est encore plus sympa, je trouve, l'exercice de pouvoir échanger en direct. Kevin Boucaud-Victor, encore une fois, merci beaucoup. Vraiment, c'était super chouette. Je reparle de ton essai, donc Penser le rap aux éditions de l'Aube, voilà, que j'afficherai à l'écran. J'espère que je fais ça bien. Je ne suis pas journaliste, moi, dans le métier. J'essaye de faire comme ça. Et puis, quant à vous, prenez soin de vous, lisez des livres surtout. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir et au revoir. Au revoir.